RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de politique sur France 24 et sur RFI. Bonsoir Véronique Rigolet. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Alors nous recevons ce soir Bruno Le Maire, député Les Républicains de l'Eure et candidat à la primaire de la droite et du centre. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Roselyne Fèvre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno... Non, je attendais que vous disiez bonsoir. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Véronique Rigolet. Beaucoup salués ce soir. Donc Bruno Le Maire, l'homme qui veut devenir président de la République, alors pas en 2017, pas en 2022, ni en 2027, mais dans 8 mois. Mais le hic, c'est que vous ne décollez pas pour l'instant dans les sondages et vous faites figure de troisième homme, vous me direz c'est déjà pas mal, coincé dans le duel annoncé entre Sarkozy et Juppé. Votre argument de vente, c'est votre jeunesse, avec ce slogan « Le renouveau, c'est Bruno ». Mais ce que vous avez oublié, c'est que ce sont les institutions qui sont vieilles. Alors comment allez-vous renverser la table? Vous avez écrit un programme de 1000 pages, détaillé, chiffré, parfait pour les nuits d'insomnie, même si Emmanuel Macron dit que ça ne sert à rien, les programmes, parce que les présidents ne tiennent jamais leurs promesses. Alors, qui est l'animal? Bruno Le Maire, que proposez-vous pour la France? On va le savoir en suivant cette émission. Et puis, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, vous pouvez faire vos commentaires avec le hashtag MardiPol. Et c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La première question vous est posée par Véronique Rigolet. Bruno Le Maire, vous êtes germanophone, germanophile, alors sans doute vous connaissez cette citation du chancelier Bismarck qui disait bien que dans un jeu à 3, il faut être l'un des deux. D'où ma question, dans ce trio qui s'impose à la primaire, qui est de trop? Entre autres mots, quel candidat souhaiteriez-vous affronter dans votre propre duel au second tour? Il y a une autre belle citation de Bismarck que je trouve très juste. La politique n'est pas une science exacte. Donc je vois qu'on annonce à grand renfort de tambour un duel entre un ancien président de la République et un ancien Premier ministre. Je suis convaincu que le vrai débat de la primaire, c'est entre l'ancien régime et le renouveau. Renouveau qui n'est d'ailleurs pas une question d'âge. Quand j'entends Emmanuel Macron dire que les programmes ne sont jamais appliqués, donc ça ne sert à rien, ça c'est très ancien régime. C'est les politiques qui se moquent de leurs électeurs, qui racontent n'importe quoi et qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, font ce qu'au bon leur semble. Moi, j'ai pris des engagements dans mon contrat présidentiel, clairs, précis, chiffrés. Je propose une vraie refondation du système politique français, un vrai renouvellement. Et je crois que la primaire, cette campagne-là qui se déroule, va permettre de faire émerger cette envie des Français de passer à autre chose. Est-ce que le 27 novembre, c'est je prends les mêmes et on recommence? Et ce sera la même chose. Le pays va continuer à s'enfoncer. Ou est-ce qu'on passe vraiment vous prendriez qui? Vous prendriez Sarkozy ou Juppé dans un grand tour? Je prendrai celui que me donneront les électeurs. Mais je souhaite et je me bats pour être présent au deuxième tour et gagner le 27. Alors Bruno Le Maire, vous dites les autres, c'est l'ancien régime, moi je suis le renouveau. Alors le coup de la rupture, on nous l'a fait 1000 fois. Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, tous étaient en rupture avec l'ancien système. Mais c'est nos institutions, ce que je disais il y a un instant. Est-ce que ce n'est pas... Vous avez beau être plus jeune que les uns ou les autres, ou décider que vous êtes le renouveau, les institutions, elles sont vieilles. Donc vous allez faire le package est le même. Vous allez peut-être différer des choses différentes, mais ça n'est pas une question d'âge, Roselyne Fèvre. Le renouveau n'est pas du jeunisme. Moi, je ne crois pas du tout au jeunisme. Je pense qu'il y a des gens qui sont très âgés dans l'état civil et qui restent extrêmement jeunes dans leur tête, et des gens qui sont très jeunes dans l'état civil et qui sont déjà totalement datés dans leur façon de faire de la politique. Mais je crois que le renouveau, c'est tout simplement dire quels sont les résultats de la politique française depuis 30 ans. 6 millions de chômeurs, des jeunes qui cherchent un emploi, des déficits absolument abyssaux, une situation dégradée de la France sur la scène internationale. Ça ne peut pas durer. Prenez la simple question du travail, que je veux mettre au cœur du débat de la primaire. Je vois tous nos concurrents qui avancent en disant le chômage, c'est un problème, il faut lutter contre le chômage, toujours la même soupe, toujours les mêmes idées, mais rien de nouveau derrière. Ils ont échoué, donc non seulement ils ont échoué, mais ils reviennent sans rien apporter de nouveau. Je propose par exemple alors ça, si vous permettez, on va en parler. Je propose des emplois
rebond qui permettront à quelqu'un de trouver une place dans une entreprise qui est très éloignée de l'emploi depuis longtemps, payée en dessous du SMIC. On peut ne pas être d'accord. Mais là, au moins, ça change la donne. Alors, là, justement, au moins, c'est pas la vieille puisque politique. vous nous avez doublé en quelque sorte, puisqu'on devait en parler un peu plus tard de votre programme, vous parlez de ces emplois rebonds. Donc, je rebondis là-dessus, si vous me permettez ce jeu de mots. Ces emplois rebonds, vous divisez le SMIC en deux. Ça veut dire que vous faites sauter le SMIC. Mais ça nous fait penser à quoi? On réfléchit un peu. Villepin, le CPE, ça veut dire des emplois. Vous avez 3 millions de personnes dans la rue si vous faites ça. Si vous faites sauter le SMIC. Je crois qu'il ne s'agit pas de faire sauter le SMIC. Si. Il s'agit simplement de se dire, est-ce qu'on a tout essayé contre le chômage? La réponse est clairement non. Pour Mitterrand, c'était oui. On essaye, Ouais. droite et gauche confondues, depuis 30 ans. Les mêmes recettes, le traitement social du chômage, c'est un échec. On essaye les emplois aidés. Les emplois aidés, il y en a 400 000. Tout le monde sait que ça ne donne pas une qualification, une formation et que ça ne permet pas d'entrer dans l'emploi. Mais que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, on crée des emplois aidés. Moi, je préfère les supprimer et récupérer l'argent des contrats aidés pour financer l'apprentissage qui, lui, permet vraiment d'avoir un métier. Pas ma question sur le risque de la rue. Et je vous disais, ça le fait penser au CPE de Villepin qui était monté sur le cheval sans l'avoir scellé et qui avait dû le retirer. Le CPE, Roselyne Fèvre, nous ne l'avions pas annoncé. Là, j'annonce la couleur. Je dis très clairement à tous les électeurs... Oui, vous pensez que ça vous immunisera contre la rue? Je n'ai pas la prétention que ça m'immunise contre la rue. Mais au moins, une fois que les électeurs auront tranché et qu'une majorité de Français aura dit... C'est la méthode qui change. C'est ça le renouveau, en fait. Parce que la panacée contre le chômage, personne ne l'a véritablement. C'est d'avoir dialogué avant, d'avoir échangé avec les syndicats, d'avoir échangé avec un certain nombre de jeunes, d'avoir rencontré des demandeurs d'emploi, d'être allé à Pôle emploi pour discuter, d'avoir vu des associations privées qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que maintenant, il faut tenter ce qui n'a jamais été tenté, sinon nous resterons avec un chômage de masse en France. Les emplois rebonds sont une proposition. Mais il y en a plein d'autres. La transformation de notre système éducatif, retirer l'argent de la formation professionnelle aux syndicats pour le confier directement aux salariés, privatiser Pôle emploi. Mais ça, ce sont de vraies solutions. Mais j'assume le risque de la rue pour avoir des Français qui ont tous la dignité et la fierté d'avoir un travail. Mais le risque de la rue, certains des anciens, comme vous dites, l'ont déjà pris, notamment Alain Juppé, et le blocage est tel que rien ne se passe derrière. Ça, c'est pas du renouveau, ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est des choses qu'on a déjà vécues. Parce qu'en 1995, la méthode n'était pas du tout la même. Donc, il n'a pas été au bout des régimes spéciaux. Une réforme des retraites, comme le rappelle très justement Roselyne Fèvre. Au dernier moment, on ajoute sans prévenir personne les régimes spéciaux, et c'est ça qui met le feu aux poudres. L'intérêt de faire un contrat présidentiel précis, chiffré, où chacun peut vérifier très concrètement ce sur quoi je m'engage, c'est que cette fois-ci, les Français ne seront pas pris au dépourvu. Ils savent ce sur quoi je m'engage. Et si la majorité, ce que je souhaite, vote pour ce contrat présidentiel, ils savent que les choses changeront réellement et ils savent comment elles changeront. Alors, vous rappelez de certaines phrases de Nicolas Sarkozy en 2007. On va faire un petit comparatif avec ce que vous dites aujourd'hui. On écoute. Je suis l'homme qui tentera tout pour que pas une personne en France ne soit laissée au bord du chemin. D'une France rassemblée, d'une France qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Voilà, copyright Sarkozy. Personne sur le bord du chemin n'empêche 500 000 chômeurs en plus durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est toute la différence. Avec vous ? Entre l'ancien régime et le renouveau. C'est que l'un a déjà été président de la République, il a fait ses promesses, et elles n'ont pas été tenues. Il ne peut pas réparer ses erreurs, comme il dit. Et elles n'ont pas été tenues. Ouais. Il ne peut pas les réparer, ce serait pas. J'ai voulu tirer les leçons de cet échec de 2012. J'ai voulu tirer les leçons des déceptions du quinquennat. Vous savez, depuis 4 ans, je rencontre des milliers de Français. J'ai eu cette démarche, qui est une démarche d'humilité, de me demander pourquoi nous avions tous été battus. Quelle a été systématiquement la réponse ? Vous nous avez trompés, vous nous avez déçus, on ne croit plus en vous. D'où cette volonté d'arriver avec un projet précis, d'où cette volonté de dire aux Français, avant de vous demander le moindre changement, je changerai la classe politique. Nous imposerons le non-cumul dans le temps, la démission de la fonction publique pour les fonctionnaires qui font de la politique. Nous demanderons à la classe politique de changer avant de vous demander à vous de changer. Ça, ni Nicolas Sarkozy, ni ses prédécesseurs, ni François Hollande n'ont eu le courage de le faire. Justement, sur ce référendum de rénovation, demander un casier judiciaire, ancrer dans le marbre le non-cumul des mandats, ça c'est suffisant
à changer la classe politique française telle qu'elle est aujourd'hui? Limiter le nombre de parlementaires, est-ce que vous pensez véritablement que c'est suffisant? C'est déjà... Un premier pas. C'est plus qu'un premier pas. C'est déjà une vraie transformation en profondeur de la classe politique française. Au lieu d'avoir des députés ou des sénateurs un peu les bases, qui font 5-6 mandats successifs, plus que 3. Au lieu d'avoir une monarchie technocratique comme celle que nous avons, avec les énarques qui trustent toutes les postes politiques, toutes les fonctions, parce qu'ils ne prennent aucun risque. S'ils perdent des élections, ils retrouvent leur place dans la haute fonction publique. Là, vous les obligez à démissionner de la fonction publique une fois qu'ils sont élus. C'est un vrai changement. La transparence sur le casier judiciaire, mais ça me paraît ce qu'il y a de plus naturel. Pourquoi est-ce qu'un candidat à un concours de la fonction publique serait obligé de faire la transparence sur son casier judiciaire et pas un candidat à une élection locale ou nationale? C'est quand même rare que donc c'est des vraies transformations chez un énarque. Je voudrais qu'on reste, sur les quelques minutes qui nous restent pour cette première partie, puisque vous êtes parti sur l'économie, on vous suit. Autre bombinette, vous voulez supprimer le statut de fonctionnaire territorial pour ceux entrés dans la fonction publique, c'est-à-dire ceux qui, à partir de 2017, j'imagine, si vous êtes élu. Mais c'est une révolution. Là encore, vous avez des gens dans la rue. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un fonctionnaire qui est d'accord, qui signe aujourd'hui en bas de la feuille pour dire « je ne veux plus le statut de fonctionnaire et par conséquent, je peux être viré du jour au lendemain ». Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires publics territoriaux, qui sauront qu'avec un statut privé, ils pourront évoluer plus rapidement dans leur carrière et que ça peut avoir un intérêt pour eux. Par ailleurs, soyons très clairs, je ne retire son statut à personne. C'est à chaque fois qu'un fonctionnaire public territorial partira à la retraite qu'il sera remplacé par un agent privé. Pour ne pas mettre le feu aux poudres, il ne faut pas faire preuve de brutalité. Il faut montrer le cap. Nous ferons disparaître le statut de la fonction publique territoriale parce que j'estime qu'il n'y a pas de motif d'intérêt général pour qu'on embauche un responsable de la politique culturelle de la ville de Nantes ou un responsable des espaces verts de la ville de Nevers sous statut de la fonction publique territoriale. Alors que, par exemple, nos soldats, qui sont au cœur des activités régaliennes de l'État, n'ont pas ce statut-là et sont sous contrat. Mais ce sera progressif, à chaque fois qu'un agent partira à la retraite, et sur la base du volontariat pour ceux qui le souhaitent. Et ça rendra à toutes nos communes, à tous nos départements, à toutes nos régions, la souplesse de gestion dont ils ont besoin pour faire des économies en matière de dépenses publiques. Moi, je souhaite bien du courage à tous mes concurrents qui proclament qu'ils vont réduire la place de la fonction publique et des emplois publics dans notre pays, mais qui n'annoncent pas la couleur, qui ne disent pas où ils feront ces réductions d'emplois publics et comment ils le feront. Pour autant, sans parler de brutalité entre la réforme que vous souhaitez du Code du travail, du droit de grève, sur l'alignement des régimes spéciaux de retraite, sur également, autre chantier, la privatisation de Pôle emploi, est-ce que tout ça, ça ne va pas être vu comme une déclaration de guerre aux syndicats, tout simplement, avec les blocages qui suivront nécessairement, à commencer dans la rue, comme le disait Roselyne? J'ajouterais également le gouvernement par ordonnance. Ce n'est pas de la brutalité, mais ça, c'est du serrage... Moi, j'essaie simplement d'être au plus près de ce que vivent les Français et de ce qu'ils attendent. Prenez la privatisation de Pôle emploi. Vous pensez que les Français sont prêts à ça? Je pense après ce qui s'est passé sur le 49.3 et la loi travail. Non seulement qu'ils sont prêts à ça, mais qu'ils l'attendent avec impatience. Et que d'ailleurs, ils ont déjà dépassé les politiques qui sont en règle générale 150 km derrière les Français, qui eux ont changé, eux ont évolué. Un demandeur d'emploi aujourd'hui, il va chez Pôle emploi où il essaye de trouver sur le Bon Coin, sur un site internet, dans des associations, dans des entreprises privées, un emploi. Il va sur Internet, au Bon Coin, dans des associations, il cède d'entreprises privées pour retrouver un emploi. Ils ont déjà acté que Pôle emploi ne leur permettait pas de retrouver un travail. Donc pourquoi est-ce que nous, politiques, on aurait du retard sur les Français, sur le syndicalisme? Moi, je veux rendre hommage à tous ceux qui sont engagés dans un syndicalisme de défense des salariés. Le délégué syndical qui dit à son patron, regardez, cette femme, elle travaille dans votre entreprise, elle a 2 enfants, elle est seule, elle est postée à 7h30, elle ne peut pas les faire garder, postez-la à 9h. Ça, c'est du syndicalisme utile. Et le syndicalisme politique, qui prend position dans l'élection présidentielle, qui publie des affiches scandaleuses contre les CRS au moment des manifestations. C'est la grande majorité des syndicats, à votre avis? Je pense que le syndicalisme, malheureusement, est en train de devenir un syndicalisme politique et que les gens aspirent à un syndicalisme de salariés qui défend les salariés. Et ça, les gens, ils sont prêts. Une immense majorité de Français sont prêts à ces transformations. Simplement, le personnel politique n'a pas le courage de montrer la voie
et d'avancer Bruno Le dans la Maire. direction que souhaitent les Français. Vous allez nous répondre sur Alstom dans un instant, mais je voudrais finir avec une des mesures phares que vous proposez, c'est la baisse de la CSG à 6%. Vous voulez redonner du pouvoir d'achat aux Français, mais c'est prouvé par les économistes qu'avec cette baisse, les Français achètent des produits importés. Donc, ça ne crée pas d'emplois. Est-ce que vous faites cela pour, dans le fond, vous démarquer de Sarkozy ou Juppé? Je fais ça pour être juste, c'est tout. Mais ça n'aura pas d'impact. Mais l'impact sur la croissance, sur l'emploi, c'est toutes les mesures dont on vient de parler, sur la privatisation de Pôle emploi, la simplification du droit du travail, l'allègement des contraintes qui pèsent sur les entrepreneurs. C'est ça qui créera des emplois. Moi, je ne vais pas créer d'emplois demain. Demain, président de la République... Si vous voulez réduire le chômage, il faut créer des emplois, non, Bruno Le Maire. ce n'est pas moi qui vais les créer, ça c'est la vieille politique. Les conditions, bien sûr. C'est celui qui vous dit je vais inverser la courbe du chômage, je vais aller chercher la croissance avec les dents, enfin tout ça, plus personne n'y croit, honnêtement. Chacun sait bien que ceux qui créent des emplois, c'est les entreprises, les TPE, les artisans, les commerçants, et c'est eux que je veux aider en leur donnant l'environnement le plus favorable possible. Mais pourquoi baisser la CSG? C'est que je considère que tous les Français, quel que soit leur niveau de revenu, sont aujourd'hui accablés par les impôts. Et je n'ai pas voulu baisser les impôts que d'une partie des Français. J'ai voulu aussi que la personne qui est au SMIC, qui touche 1 150 € net par mois, qui se bat pour travailler, qui est à 1 ou 2 € près à la fin du mois, puisse se dire « il a pensé à moi, mes impôts ont baissé parce que la CSG a baissé ». Être juste, on peut être de droite et être juste. C'est ce que j'ai voulu être avec ce projet. Est-ce que la solution trouvée par le gouvernement pour Alstom est une solution juste et j'ajouterais pérenne, à votre sens? C'est une solution irresponsable. Et on le sait tous. Pourquoi irresponsable? Dépenser 500 millions d'euros pour acheter des trains, des locomotives qui ne correspondent pas aux besoins des territoires. C'est une solution qui est irresponsable parce qu'au bout du compte, on s'apercevra que ça ne tient pas. On s'apercevra que la manière dont l'appel d'offres a été passé ne correspond pas aux règles des appels d'offres. On s'apercevra que ça ne respecte pas nécessairement les règles européennes. Et une nouvelle fois, qui est-ce qu'on va tromper? Les salariés. Moi, je n'aime pas quand on trompe les gens. Qu'est-ce que vous auriez fait alors? Qu'est-ce que le président Le Maire aurait fait exactement? Je considère que depuis le début, l'État actionnaire aurait dû libérer les capacités de production industrielle d'Alstom, alléger les charges qui pèsent sur l'industrie, simplifier davantage les règles du droit du travail, simplifier les normes pour permettre à Alstom de se développer et de maintenir son site à Belfort. Mais l'intervention de l'État, qui tout d'un coup trouve 1,5 milliard d'euros pour sauver Alstom, bien sûr que je pense aux salariés de Belfort, que je vois bien à quel point ça peut être un traumatisme pour la ville de Belfort et pour toute la région. Mais qu'est-ce qu'on va expliquer à toutes les PME qui licencient? Qu'est-ce qu'on va expliquer à toutes les petites entreprises du bâtiment et du travaux public qui sont obligées de licencier partout en France des dizaines et des dizaines de salariés? L'État aussi va les aider? Donc faisons très attention à ce que nos décisions soient justes. L'État n'a pas joué son rôle d'État actionnaire. Ça nous a amené à cette situation-là. J'aimerais que l'État actionnaire demain soit un tout petit peu plus prévoyant pour ne pas avoir à nous sortir des solutions irresponsables comme celle qui vient d'être décidée. En l'occurrence, est-ce à dire que vous auriez laissé fermer le site de Belfort? J'aurais pensé aux salariés en priorité, pour que chaque salarié ait un reclassement, que chaque salarié ait une place. Mais je n'aurais pas menti en disant que j'ai les moyens, dans la situation des finances publiques actuelles, de trouver 1,5 milliard d'euros pour sauver à tout prix ce site industriel. Ce qui compte, c'est les salariés d'abord, c'est qu'ils puissent avoir des perspectives, c'est l'entreprise Alstom elle-même, qui est une entreprise magnifique, mais sauver à tout prix le site à coût de centaines de millions d'euros, moi ça ne me paraît pas responsable. 700 millions pour éviter de délocaliser 400 personnes, c'est un prix trop cher à payer, en 2 mots? Qu'est-ce que l'on va dire, Véronique Rigolet, à toutes les autres entreprises dont personne ne parle, qui n'occupent pas la une des médias, qui mettent la clé sous la porte, qui sont en cessation de paiement, qui font faillite? Elles aussi, elles vont avoir le soutien de l'État? Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces salariés de 50 ans qui sont licenciés partout en France, dans tous les secteurs industriels et qui ne retrouvent pas d'emploi? Que l'État va les aider? C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve juste après le flash d'information, toujours avec Bruno Le Maire.